Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet complexe et souvent douloureux, les relations avec des personnalités narcissiques. Notre objectif n'est pas de poser des diagnostics, mais de vous donner des clés de compréhension pour éclairer des situations que vous pourriez vivre ou observer. Car comprendre, c'est déjà le premier pas vers la liberté. Imaginez un instant. Vous êtes dans une relation où vous vous efforcez constamment de bien faire. Vous anticipez, vous vous adaptez, vous niez vos propres besoins, vos désirs, vos espoirs, jusqu'à votre propre identité. Et pourtant, c'est toujours un échec. Vous n'arrivez jamais à satisfaire l'autre. La raison est simple et implacable. Même en renonçant à vous-même, vous ne pourrez jamais lire dans ses pensées. C'est une mission impossible. Pour mieux comprendre, mettons-nous en situation. Vous êtes à la fête d'anniversaire d'un ami. L'ambiance est conviviale. Un invité raconte une anecdote fascinante sur un succès récent qui lui a valu une reconnaissance publique. Un petit groupe s'est formé autour de lui, captivé. La personne narcissique, qui fait partie de votre vie, est là aussi. D'abord, elle écoute. Puis, vous la voyez devenir de plus en plus mal à l'aise. Elle s'agite sur sa chaise, consulte son téléphone de manière ostentatoire, bâille, regarde ailleurs. Elle peut même se lever et faire quelques pas, alors que tout le monde est assis et attentif. Peut-être qu'elle reviendra vers le groupe en lançant une phrase comme « Vraiment ? On écoute encore cette histoire interminable ?» ou une remarque passive-agressive sur la personne qui parle ou sur le sujet de la conversation. L'étape suivante, c'est l'interruption pure et simple. « Et, qui veut un autre verre ?» Ou pire, le détournement. « Ah, c'est intéressant que tu parles de ce prix. Je connais très bien le lauréat de l'année dernière, on a travaillé ensemble sur un gros projet. » Et voilà, en quelques secondes, le narcissique a réussi à détourner l'attention sur lui. Ce que nous venons de décrire est un signal d'alarme classique, un indice révélateur que beaucoup d'entre nous ont tendance à ignorer ou à excuser. Ce signal comporte deux facettes. Non seulement les personnes narcissiques détestent ne pas être le centre de l'attention, mais elles ne supportent pas non plus que d'autres le soient. Leur inconfort est palpable, et il peut se manifester de plusieurs manières. Premièrement, la personne narcissique peut devenir maussade, boudeuse, et se mettre en retrait. Elle va jouer avec son téléphone, ou s'éloigner physiquement. Si vous êtes dans un lieu public, elle pourrait même entamer une conversation avec des inconnus, juste pour montrer qu'elle se désolidarise de votre groupe. Ce comportement met souvent les autres mal à l'aise, qui vont alors redoubler d'efforts pour tenter de la réintégrer, la voyant comme une victime, seule et exclue. Deuxièmement, elle peut commencer à faire des blagues désobligeantes ou à dénigrer l'expérience de la personne qui est au centre de l'attention. Imaginons que la conversation tourne autour de quelqu'un qui vient d'obtenir un poste prestigieux. Les gens le félicitent. Pour le narcissique, surtout s'il n'est pas satisfait de sa propre vie, c'est insupportable. La honte et le sentiment d'infériorité le submergent. Il pourrait alors lancer « Ah, tu as eu ce poste dans cette entreprise ? On dirait un endroit où être coincé est un mode de vie. » Ou bien « C'est marrant que tu aies ce poste d'enseignant. On dit que ceux qui ne peuvent pas faire, enseignent, n'est-ce pas ? » Ces blagues créent un malaise. Les autres rient jaune, mais la conversation est empoisonnée. Troisièmement, le narcissique va tenter de pirater la conversation, comme nous l'avons vu. Il va se positionner en expert, affirmant avoir une expérience supérieure. Si quelqu'un raconte un voyage extraordinaire, le narcissique dira « Oh oui, j'y suis allé aussi, mais dans un hôtel bien meilleur, ou j'ai fait quelque chose de bien plus audacieux là-bas. » Son histoire doit toujours être plus grande, plus belle, plus impressionnante. Quatrièmement, il peut contredire ouvertement la personne. « Non, ce que tu dis est faux. Cet hôtel dont tu parles est fermé depuis des années. » Ou « Cette voiture n'a pas été produite cette année-là. » Il entre dans un mode de vérification des faits mesquins et souvent embarrassant. À moins que l'autre ne veuille entrer dans une confrontation directe, la conversation s'éteint, déviée vers le narcissique ou simplement morte de ce malaise. Cinquièmement, la passivité-agressivité. Il dira par exemple « Bien sûr, c'est logique de laisser un novice nous expliquer ce secteur. L'expertise ne compte plus de nos jours avec toutes ces nouvelles méthodes. La jeunesse avant l'expérience, absolument. »
Le tout dit avec un air de mépris qui glace l'atmosphère et ramène toute l'attention sur son prétendu sacrifice. Sixièmement, la rupture de logique, le non-sequitur. La personne narcissique commence simplement à parler de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport. Quelqu'un parle des difficultés de son enfant en cours de maths. Le narcissique, que ça n'intéresse pas, va couper « les maths, quelle horreur !» Mais, dites-moi, vous avez goûté ces petits fours? Incroyable! Je connais le traiteur depuis des années, c'est le meilleur de la ville. Et voilà, on est passé des maths au canapé. Enfin, septièmement, le mépris non verbal. Les gémissements, les soupirs, les yeux levés au ciel. Un langage corporel qui crie « ce que tu dis est stupide et ennuyeux ». La plupart des gens, pour ne pas subir ce mépris, préfèrent simplement se taire et céder la place. Ce besoin maladif d'être au centre de l'attention est un trait commun au narcissisme, mais aussi à une autre structure de personnalité, dite histrionique. La personnalité histrionique se caractérise par des émotions superficielles et un besoin constant d'être le centre de l'attention. On pourrait le voir comme un narcissisme light. Ce comportement, parfois appelé narcissisme conversationnel, est un excellent indicateur car il apparaît très tôt dans une relation. Bien sûr, on pourrait penser à de l'anxiété sociale, une personne qui essaie maladroitement de s'intégrer en parlant de ce qu'elle connaît. Mais dans le cas de l'anxiété sociale, vous ne verrez pas le mépris, la passivité-agressivité ou la contradiction. Vous verrez plutôt une tentative nerveuse de se connecter. Identifier ce signal d'alarme est crucial. Il vous permet de comprendre que vous avez affaire à une dynamique particulière et de mettre en place des limites dès le début, de garder une certaine distance, voire de vous désengager avant que le mal ne soit plus profond. Car ces relations mènent souvent à ce que l'on appelle un lien traumatique. Ce lien ne se crée pas par la méchanceté constante, mais par l'alternance imprévisible entre le bon et le mauvais, entre un jour merveilleux et un jour terrible, entre l'idéalisation et la dévalorisation. Une actrice a un jour décrit cela magnifiquement. Être dans une relation narcissique, c'est comme être poussé du haut d'un immeuble de 100 étages, et voir le narcissique être celui qui vous rattrape juste avant que vous ne vous écrasiez au sol. Il n'est pas seulement votre bourreau, il devient aussi votre sauveur. C'est ainsi que le lien traumatique se tisse et se renforce. Cela ne fonctionne que parce que nous avons de l'attachement, un désir que la relation marche. Prenons un exemple concret. Le narcissique ne trouve pas ses clés. Il est persuadé que c'est vous qui les avez déplacées. Où sont mes clés? Sérieusement, où sont-elles? Vous répondez calmement que vous ne les avez pas vues. Si, bien sûr que si. Tu touches toujours à mes affaires. Tu es tellement désordonné, regarde ce bazar. J'en ai marre, tu as gâché ma journée. Il crie, vous insulte. Vous êtes peut-être pétrifié, ou vous essayez de l'aider à chercher. Finalement, il enfile son manteau pour partir, et sent les clés dans sa poche. Je les ai, dit-il. Pas une excuse. Rien. Mais juste avant de partir, et c'est là que le piège se referme, il vient vers vous pour un câlin ou un baiser. Allez, on fait la paix. Vous, pendant ce temps, vous vous sentez malade, épuisé, effrayé. Mais il veut un contact physique. Faire la paix n'a aucun sens, puisqu'il était le seul à être en guerre contre vous, pour une faute que vous n'avez pas commise. Ce mélange d'agression et d'affection est profondément déstabilisant. Si vous le repoussez, il vous accusera d'être rancunière et difficile. Au niveau somatique, votre corps ressent cette intrusion. La personne qui vient de vous agresser psychologiquement veut maintenant vous toucher. C'est une violation. Les personnes narcissiques utilisent le conflit pour se réguler. Crier, abuser, leur permet de réaffirmer leur pouvoir. En vous brisant, ils se sentent mieux. Une fois qu'ils se sentent mieux, couplé à leur manque d'empathie, pour eux, tout est rentré dans l'ordre. Il est donc normal de vouloir un câlin. C'est un schéma qui ressemble à la crise d'un jeune enfant qui, après avoir hurlé dans un magasin, a besoin d'un câlin de son parent. La différence, c'est que l'adulte n'a pas 3 ans, mais peut-être 53. Comprendre cette dynamique est essentiel pour commencer à sortir de l'autoculpabilisation. Non, vous n'êtes pas froide ou rancunière. Il est absolument normal de ne pas vouloir d'un câlin après avoir été attaqué. Le problème n'est pas votre réaction,
mais leur absence totale de conscience de l'impact de leur comportement. Ceci nous amène à une autre pierre angulaire de ces relations, l'exigence de la lecture de pensée. Le paradoxe des relations narcissiques est que la personne qui subit le comportement finit par se croire égoïste, tandis que le narcissique se plaint constamment d'être maltraité. Dans une relation saine, il y a ce que l'on appelle la syntonisation émotionnelle. C'est le fait d'être vu et entendu comme un être humain distinct, avec ses propres sentiments, ses propres expériences. C'est un besoin humain fondamental. Un bébé a besoin de voir le visage de ses parents, se synchroniser avec le sien pour construire son attachement. C'est cette reconnaissance qui nous permet de construire notre confiance en nous, notre identité. Dans une relation narcissique, cette syntonisation n'existe pas. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un objet qui sert à satisfaire leurs besoins. Parfois, quand vous pleurez, ils peuvent vous consoler. La fois suivante, pour la même raison, ils lèveront les yeux au ciel en vous traitant de personne trop sensible. Cette incohérence vous fait douter de votre propre perception. Vous finissez par croire que c'est vous qui avez tort. Mais le narcissique ne se contente pas de vous priver de cette syntonisation. Il attend bien plus de vous. Il attend que vous lisiez dans ses pensées. Pas simplement que vous soyez attentif, non. Que vous anticipiez ses désirs avant même qu'il ne les formule. Que vous deviniez qu'il n'avait pas envie de poisson pour le dîner. Que vous sachiez à quelle heure il voulait son rendez-vous, une heure qu'il ne vous a jamais communiquée. Et le plus fou, c'est que nous essayons. Surtout les enfants de parents narcissiques. Nous croyons que si nous faisons assez d'efforts, nous pourrons dire la bonne chose, offrir le bon cadeau, cuisiner le bon plat, ne jamais exprimer la mauvaise émotion. C'est une quête vouée à l'échec. Le psychisme du narcissique est en quelque sorte resté bloqué à ce stade infantile où le bébé croit que ses parents peuvent et doivent deviner tous ses besoins. Si nous échouons, il hurle, comme un bébé. Il y a une différence massive entre l'attente saine de syntonisation et l'exigence pathologique de lecture de pensée. L'une est la base d'une connexion saine. L'autre est une forme de subjugation, d'asservissement. Vous existez pour l'autre, plus pour vous-même. C'est le cœur de la dynamique narcissique. Enfin, parlons du test ultime, la loyauté. Dans les systèmes narcissiques, en particulier les familles, la loyauté est érigée en dogme absolu. Dans la famille Dupont, on se serre les coudes. C'est un code qui signifie en réalité, certaines personnes dans cette famille font des choses terribles, peut-être même à toi, et tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit, sinon tu es déloyal. La peur fondamentale de l'être humain, celle d'être ostracisé, est utilisée comme une arme. Pour un enfant, être marqué comme déloyal, c'est risquer de perdre le soutien vital de sa famille. Il se tait et commence à croire qu'il est le mauvais. Dans les relations de couple, l'accusation de déloyauté sert à isoler. Passer une soirée avec vos amis, un week-end avec votre famille, peut être qualifié de trahison. Votre relation doit être la seule chose qui compte. L'hypocrisie est totale, surtout quand le partenaire narcissique vous a lui-même trahi par le passé, mais exige de vous une loyauté sans faille. Au travail, la loyauté est pervertie de la même manière. Questionner une décision injuste, c'est être déloyal. Chercher un meilleur emploi, c'est être déloyal. Vouloir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, c'est être déloyal. C'est un outil de contrôle. Le chef narcissique récompense les plus loyaux, ceux qui sont prêts à jeter leurs collègues sous un bus pour rester dans ses bonnes grâces. Cela crée un environnement toxique de délation et de peur, un système orwellien où seuls les bons petits soldats survivent. La loyauté exigée par un narcissique est un engagement à sens unique. Elle est utilisée comme une arme pour vous maintenir aligné. Et si vous jouez le jeu, si vous sacrifiez vos valeurs pour prouver votre loyauté, sachez qu'au premier faux pas, à la première fois où vous direz « non », des années de loyauté seront balayées en un instant. Pire, si le système s'effondre, le narcissique n'aura aucun scrupule à vous laisser porter le chapeau. Votre loyauté sera récompensée par une trahison ultime. Guérir de ces relations, c'est apprendre à déconstruire ces concepts. C'est comprendre que la loyauté saine est réciproque, qu'elle n'est pas un test, et qu'elle ne doit jamais vous demander de violer vos propres valeurs. C'est réapprendre que vous avez le droit d'exister en tant qu'individu, avec vos propres pensées, vos propres besoins, votre propre vie. Vous méritez d'être vu,
entendu et respecté pour qui vous êtes. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si cela vous a apporté un éclairage, n'hésitez pas à le partager. Cela pourrait aider une autre personne à mettre des mots sur une souffrance, à comprendre qu'elle n'est pas seule. En vous abonnant, vous nous aidez à poursuivre notre mission, celle de rendre la connaissance psychologique accessible pour construire des relations plus saines et